BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim avec ses articles issus de la littérature économique du monde entier. Et vous verrez cette semaine, ils sont passionnants toutes les semaines. Et là, il y a des révélations incroyables, vous allez voir. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, pour nous parler de Napoléon III. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche cette semaine, Julien Damon, enseignant à Sciences Po et à HEC. Et puis, celui qui a enseigné longtemps à l'ESCP, Jean-Marc Daniel, professeur émérite donc à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Daniel Susskind, Un monde sans travail. Oui, alors ce livre a été écrit par un nommé Daniel Susskind, qui est un économiste haut fonctionnaire anglais et qui, le dit d'ailleurs dans la préface, s'intéresse à l'avenir du travail depuis plus de 20 ans. Même d'ailleurs, si on lit un peu en détail ce qu'il raconte, depuis avant d'être né, puisque son père déjà, qui était juriste, a publié des livres, des thèses sur l'avenir du travail dans les années 70. C'est publié chez Flammarion, j'ai oublié de le préciser. C'est publié chez Flammarion. Et donc, le livre revient sur un problème qui a déjà été abordé dans beaucoup d'autres livres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose d'original par rapport à ce qu'on nous raconte par ailleurs sur l'intelligence artificielle, les mutations du travail, tout ce qui va se passer autour des révolutions technologiques que nous vivons. Donc il y a une première partie où il fait un peu un historique de l'évolution du travail. Il rappelle que la révolution industrielle a changé la donne avec l'apparition d'une contestation du travail avec les Luddites. Donc ça, c'est assez convenu. Ensuite, il y a une deuxième... Que pendant longtemps, le progrès technique n'a pas détruit, mais créé de l'emploi, etc. Mais que cette fois-ci, c'est différent, non? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, il dit d'abord, le progrès technique au 19e siècle a commencé par détruire des emplois de chevaux. Et il dit, les chevaux ne votaient pas aux élections. Alors que maintenant, ça détruit des emplois de salariés qui, eux, votent aux élections. Donc, les conséquences sont un peu différentes sur un plan strictement politique. Après, donc, il aborde l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant dans sa présentation, c'est de dire que ça va supprimer beaucoup d'emplois, mais pas des secteurs. En fait, ça va faire disparaître tout un tas d'emplois de juristes et d'avocats, mais il restera toujours des avocats pour défendre les truands. Ça va supprimer des emplois de médecins, mais il restera toujours des grands spécialistes, des chirurgiens de très haut niveau, des grands diagnosticiens. Donc ça va modifier complètement la façon de gérer un certain nombre d'emplois, mais ça ne va pas faire disparaître les secteurs en tant que tels. Et puis, dans la troisième partie, il aborde le fait que le salariat a été vécu à partir du 19e siècle comme un moyen de redistribution. Et il dit, s'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus salariés, s'il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots, s'il y a beaucoup de gens qui sont un peu à la marge de la société, il va falloir créer un nouvel type de redistribution et il milite pour le revenu universel de base, un peu dans la version friedmanienne. Et enfin, il conclut avec une partie plus politique, justement, sur est-ce que la tech va prendre le pouvoir. Alors, le livre se lit de façon très agréable. Pour une fois, je suis assez content de la traduction, ce qui est assez rare pour ce genre d'ouvrage. Et encore une fois, c'est pas extrêmement original, mais il y a un ton très british. Il y a quelques... Et donc, par exemple, quand il dit, écoutez, ça détruit des emplois de chevaux, je trouve cette façon de présenter les choses, il y a tout un tas d'anecdotes. Ça, c'est l'humour anglais qui vous fascine. Voilà, absolument. Et donc, c'est un livre tout à fait recommandable, car tout à fait britannique. C'est ça. Voilà. Julien Damon, qu'avez-vous pensé de ce monde sans travail? Eh bien, je pense que c'est le livre à lire, parce que c'est l'actualité de tous ces prophètes de la fin du travail, avec un auteur qui est une vedette, c'est-à-dire que ces vidéos sont vues par des centaines de milliers de personnes. Il a travaillé à la Strategy Unit du Premier ministre britannique et cet ouvrage est un best-seller dans le monde entier. Mais je trouve ça très bizarre, moi, cette lubie des universitaires que d'insister sur la disparition du travail. Et à chaque fois, nous disent-ils, tout a été dit, tout a été évoqué, mais cette fois-ci c'est différent et donc avec l'intelligence artificielle, nous dit-il, eh bien nous aurons un changement qui sera pas radical, mais qui sera progressif et bientôt avec
GPT, par exemple, il n'y aura plus de chroniqueurs, tout sera fait par des robots. Plus sérieusement, je pense qu'il y a des vérités dans cet ouvrage, mais qui ne sont pas d'une originalité extrême. Tout d'abord, les grandes entreprises aujourd'hui ne sont plus des entreprises avec un nombre considérable d'employés. De Tesla à Amazon, et encore, ce sont des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre. On trouve surtout des entreprises qui ont un nombre d'employés qui n'a rien à voir avec Ford ou General Motors, bien sûr. Deuxième chose, la puissance des ordinateurs, la puissance des robots progresse de façon exponentielle. Donc oui, on peut toujours soutenir la thèse selon laquelle ceci va tout transformer. Troisième chose plus intéressante, il nous dit que les systèmes éducatifs conduisent à de la surqualification. Je pense que c'est un problème absolument majeur. Et enfin, il a raison de parler des métiers de service pour nous dire que ce sont des métiers à identité compliquée et à rémunération trop faible. Sur ces réponses, un mot. D'abord, c'est vrai qu'il plaide pour un revenu universel, mais conditionnel. C'est une grande différence avec ce que l'on entend en général. Friedman n'était pas forcément pour la conditionnalité de son impôt négatif, mais là, ce qu'il nous dit, c'est on ne va pas donner quand même des sous à tout le monde, il faut que les gens fassent un peu de bénévolat, etc. Enfin, c'est quand même une révision absolument considérable de tout notre système de protection sociale. Et deuxième chose, nous dit-il, avant l'État s'occupait des moments où nous travaillions, maintenant il va falloir qu'il s'occupe des moments où nous avons des temps libres. Et donc ce qu'il explique, c'est que l'État va être de plus en plus présent pour organiser nos temps, les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Et donc ce dont il nous parle, en ces mots non traduits, c'est d'un big state. C'est ça qui doit réussir à faire passer la pilule du non-travail. Tout ceci me fait quand même penser à ce que disait une philosophe qu'il cite, Hannah Arendt, mais dont il ne reprend pas cette citation qui, moi, m'a toujours marqué. À la fin des années 50, dans La condition de l'homme moderne, elle nous disait exactement ceci: ce qui se profile, ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Et tout ceci, c'est une tragédie. Avec un livre intéressant. Magnifique. Allez, on passe à votre choix, Julien Damon. Choix que je ne vous avais pas imposé, mais en fait, j'étais curieux de voir ce que vous alliez penser, vous, le spécialiste mondial du mal-logement, de ce livre qui a suscité ma curiosité. Ça s'appelle « De gré et de force » par Camille François. Comment l'État expulse les pauvres, aux éditions La Découverte. Ai-je bien fait de vous faire lire ce livre, Julien Damon ? On découvre des choses, mais je vais être obligé de faire une critique tout de même assez poussée. Camille François est maître de conférence en sociologie. C'est sa thèse qui nous est présentée là. Et c'est un sujet très intéressant que de savoir ce que sont les fondements, l'actualité, les perspectives et les analyses que l'on peut faire des expulsions. Donc c'est un sujet intéressant, mais dont le traitement n'est pas forcément très convaincant. Voilà, qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. D'abord l'intérêt. C'est une description très fouillée de toute la trajectoire des expulsions. Donc on se retrouve avec les travailleurs sociaux, on se retrouve dans les tribunaux. Il y a des observations sur les pratiques et les tactiques de ce qu'ils baptisent, avec un terme qu'aiment bien trouver les sociologues, et c'est bien trouvé, les petites mains de l'expulsion, parce que ce sont quand même des gens modestes, des femmes surtout, qui sont là pour traiter des dossiers et puis aller jusqu'à cet épisode qui est l'expulsion, ce qui l'intéresse le plus d'ailleurs notre auteur, avec le concours de la force publique. Il met bien en avant les stéréotypes, les catégories racistes, et sur le plan de l'économie, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il nous dit quand même que le fait de ne pas payer son loyer est une modalité d'endettement des pauvres, mais donc une rationalité. Et il nous dit, je prends son terme, que l'endettement, le surendettement des pauvres, le non-paiement des loyers, pour être plus concret, c'est de la trésorerie populaire. Bon, tout ceci raconté, il faut des critiques par rapport à ce type d'ouvrage. Ça commence par Germinal, par Gervaise, qui est expulsé, qui meurt dehors. Pardon, ça commence par l'Assommoir. Voilà. Il l'a lu, c'était pour vérifier. Notre ami l'avait bien lu aussi. Mais oui, c'est le début. Et l'Assommoir et le livre. Voilà. C'est en effet l'Assommoir, ça se termine très mal pour Gervaise. Mais c'est pour dire que c'est un anachronisme total. On ne vit plus dans le même monde. Alors on a l'impression qu'on est encore à la période de Zola. Il ne nous décrit pas, par ailleurs, tout ce que les pouvoirs publics font pour prévenir les expulsions. Vous avez une modalité de structure bureaucratique, ça s'appelle des CAPEX, des commissions de prévention des expulsions. Il en parle un tout petit peu. Il y a des fonds de solidarité logement pour payer une partie des dettes de ceux qui risquent d'être expulsés. Il y a cette très hivernale période dans laquelle nous nous trouvons, pendant laquelle il est interdit d'expulser en France, mais ailleurs dans le monde, tout ceci n'existe pas. Et il nous fait un tableau très
misérabiliste et communiste. Misérabiliste parce qu'il exagère, et souvent les sociologues exagèrent ces situations. Oui, c'est terrible, et chaque cas d'espèce est terrible, mais il n'y a pas une explosion de la pauvreté comme il n'y a pas une explosion des expulsions. J'ai dit misérabiliste, je dis aussi communiste, parce qu'alors là, sur les solutions et sur les idées phares, eh ben, c'est de renforcer l'encadrement des loyers, et puis, je le cite, de remettre le capital à sa place. Et on termine par une critique radicale à l'endroit finalement de tous les propriétaires. Et je pense que ce sujet méritait mieux. Bon, alors je vais vous poser la question comme ça, Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a énervé autant depuis longtemps? Non, je dois dire qu'effectivement, c'est une espèce de brûlot, et misérabiliste et communiste, comme vient de le dire Julien, donc les deux mots correspondent. Il y a effectivement deux choses pour sauver un peu le livre. Il y a la description, effectivement, de ces petites mains. De ces... Ah oui, on apprend beaucoup de choses. Oui, sur la façon dont ça se passe. Et puis, il y a effectivement des séances dans le tribunal, et à un moment donné, il va voir les juges, parce que les juges, d'une certaine façon, sont là pour défendre aussi les petits propriétaires. Et donc, il y a un juge qui lui dit on est obligé de faire le tri parmi les propriétaires. Il y a des propriétaires légitimes qu'on va aider, donc les petits, tout ça. Et en revanche, il y a des gros propriétaires. Alors eux, on n'hésite pas. Alors là, on refuse l'expulsion. Et donc, cette vision du droit de propriété que Julien a qualifié de communiste, mais c'est un communisme extrêmement primaire. Et donc, finalement, je n'ai qu'un conseil à donner aux gens qui veulent véritablement s'intéresser au sujet, c'est de relire l'Assommoir. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite Alexandra Paget, notre bibliothécaire.